Ta sœur est morte par ta faute. L'accusation d'une mère lors de la remise de diplôme de médecine. Lorsque le directeur appela Élodie Girard sur scène pour recevoir son diplôme de médecine, elle n'aurait jamais imaginé que sa mère ferait irruption dans l'auditorium en hurlant « Ta sœur est morte par ta faute ». Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. 500 personnes médusées, des caméras qui tournaient. Élodie, paralysée au pupitre dans sa blouse blanche, tandis que Sylvie gravissait les marches, une clé USB à la main. L'odeur suave des compositions florales se mêlait au parfum coûteux des familles présentes. Le tissu de sa blouse collait à sa peau moite. Les flashs crépitaient de toutes parts. Ses camarades chuchotaient entre eux, certains filmant avec leur portable. Sylvie portait une robe noire austère, ses cheveux grisonnants tirés en un chignon serré. Ses mains tremblaient en tenant le petit dispositif. Élodie sentait son cœur marteler ses côtes. Le micro captait chacune de ses respirations haletantes. Même les nourrissons avaient cessé de pleurer. Mais Élodie n'était pas là seulement pour son diplôme. 20 ans plus tôt, devant le petit cercueil blanc de sa sœur Céline, elle avait fait une promesse solennelle. Elle sauverait des vies pour compenser celles qu'elle n'avait pu sauver. Ce que personne ne savait, c'était comment Céline était morte exactement cet après-midi de décembre. Et pourquoi Élodie portait cette culpabilité comme une cicatrice invisible depuis 2 décennies. Le docteur Philippe Moreau tenta de s'approcher de la scène, car il connaissait les sombres secrets de cette famille et redoutait ce qui allait se produire. La professeure Valérie Durand pointa discrètement son téléphone vers la scène, car elle soupçonnait depuis des années que cette histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Julien bondit de sa chaise pour soutenir Élodie, car il l'aimait profondément et savait qu'elle portait un traumatisme dévastateur depuis l'enfance. Mais cette histoire n'a pas commencé ici. Elle a commencé 20 ans plus tôt, lorsque 2 sœurs jouaient innocemment dans le jardin d'une simple maison à Marseille. Elle a commencé avec une promesse rompue, un portail oublié ouvert, et une enfant qui n'est jamais rentrée à la maison. La vérité avait des strates que même Élodie ne comprenait pas entièrement. Pour comprendre comment Élodie en est arrivée à ce moment d'horreur publique, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire de l'après-midi où tout a basculé, l'histoire des secrets qu'une famille a gardés pendant 2 décennies, et l'histoire de comment une clé USB allait révéler des vérités que personne n'était prêt à entendre. Tout a commencé par un chaud après-midi de décembre, quand Élodie n'avait que 12 ans. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre perspective. Plus d'un demi-million de femmes font déjà partie de notre communauté. Soyez la prochaine. 6 mois avant la remise des diplômes, Élodie se réveillait chaque jour à 5 heures du matin. Son studio dans le quartier latin était simple, presque spartiate, murs blancs, peu de meubles, une table couverte de livres de médecine et d'anatomie. Sur le mur au-dessus de son bureau, une unique photo encadrée, 2 fillettes souriantes, enlacées. Céline avait 8 ans sur la photo, Élodie 10. La fine cicatrice sur son bras gauche était son rappel physique de ce jour-là. Elle la touchait inconsciemment chaque matin au réveil. Élodie était connue parmi ses camarades et professeurs comme l'étudiante parfaite. Notes impeccables, jamais absente, toujours volontaire pour des gardes supplémentaires. Mais derrière ce dévouement obsessionnel se cachait une peur paralysante de l'échec. Chaque patient qu'elle ne parvenait pas à aider pendant ses stages lui faisait revivre cet après-midi terrible. Elle compensait en étudiant jusqu'à l'épuisement, révisant les protocoles à l'infini, vérifiant et revérifiant les diagnostics. Ses collègues admiraient sa discipline. Aucun ne soupçonnait la panique constante qui la motivait. Le traumatisme qu'Élodie portait avait des racines profondes. Cet après-midi de décembre, 20 ans plus tôt, elle aurait dû veiller sur sa petite sœur. Leurs parents étaient sortis pour des démarches à la banque. Élodie avait 12 ans, Céline seulement 8. Le dernier souvenir clair d'Élodie était de regarder la télévision. Céline jouait dans le jardin. Puis vint le silence, le portail ouvert, le désespoir de chercher et de ne pas trouver. Des heures plus tard, la police apporta la nouvelle dévastatrice. Céline avait été retrouvée sans vie. Ce qu'Élodie voulait vraiment, plus que tout au monde,
c'était de sauver au moins une vie aussi précieuse que celle qu'elle avait perdue. Elle rêvait éveillée du moment où elle tiendrait un nouveau-né dans ses bras et entendrait son premier cri. Elle gardait un vieux stéthoscope dans un tiroir, un cadeau de son père décédé qui symbolisait ce rêve impossible de rédemption. Parfois, tard dans la nuit, Élodie le serrait contre elle et pleurait en silence. C'est pendant une garde à l'hôpital pédiatrique qu'Élodie rencontra Julien. Il était en dernière année d'internat en pédiatrie. Elle était encore externe. Une fillette de 6 ans avait été admise avec une forte fièvre et des convulsions. Élodie observait attentivement Julien examiner la petite avec des gestes assurés, mais délicats. Il expliquait chaque étape aux autres étudiants présents, sa voix calme, ses mains fermes. Quand la crise passa et que l'enfant se stabilisa, Élodie réalisa qu'elle avait retenu sa respiration tout ce temps. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda Julien plus tard, alors qu'il se lavait les mains dans le couloir. « Je ne vous ai pas vu lors des autres gardes. » Première semaine en pédiatrie, Élodie Girard. Elle tendit sa main encore humide. « Julien Rousseau, vous aviez l'air plus nerveuse que la mère de la patiente. » Il sourit, mais sans moquerie. C'était une gentillesse sincère. « Les enfants me rendent nerveuse, » admit Élodie. « C'est pour ça que j'ai choisi la pédiatrie. Je dois surmonter ça. » Intéressant, la plupart choisissent la pédiatrie parce qu'ils aiment les enfants. Vous l'avez choisi parce que vous en avez peur. Pas peur. La terreur d'échouer avec eux. Julien l'étudia un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Élodie ne parvenait pas à déchiffrer. De la compréhension peut-être. Une forme de reconnaissance. Je comprends mieux que vous ne l'imaginez. Je vais vous confier un secret. J'ai aussi choisi la pédiatrie pour les mauvaises raisons. Ou peut-être les bonnes, je ne sais plus. Il marqua une pause. J'ai perdu mon petit frère quand j'avais 15 ans. Une leucémie. Je suis resté à ses côtés pendant tout le traitement. J'ai vu des médecins incroyables sauver certains enfants. J'en ai vu d'autres abandonnés trop tôt. Je me suis juré que je serais différent. Élodie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelqu'un, enfin, comprenait. J'ai perdu quelqu'un aussi. Ma sœur, elle avait 8 ans. Les mots sortirent avant qu'Élodie ne puisse les retenir. Je suis désolé. C'était une maladie? C'était... Élodie hésita. C'était ma faute. Julien n'insista pas. Il hocha simplement la tête et changea de sujet, lui proposant de lui montrer les meilleures ressources du service de pédiatrie. Mais quelque chose avait été semé à cet instant. Une connexion silencieuse entre deux médecins animés par la culpabilité et la rédemption. Au cours des semaines suivantes, Élodie et Julien passèrent de plus en plus de temps ensemble. Il lui enseignait des techniques pratiques que les livres ne montraient pas. Comment calmer un bébé qui pleure, comment parler à des parents désespérés, comment reconnaître les signes subtils qu'un patient ne va pas bien. Et peu à peu, Élodie commença à lui confier des fragments de son histoire. 3 mois avant la remise des diplômes, lors d'une garde particulièrement difficile où ils perdirent un patient de 2 ans, Élodie promit enfin à Julien de lui raconter toute la vérité. « Après la cérémonie, dit-elle, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai prouvé que j'ai réussi, alors je te dirai tout sur Céline. » Julien lui prit la main cette nuit-là. « Je serai là, peu importe ce que tu as à me dire. » La faculté de médecine de Paris était une institution centenaire au cœur de la capitale. Des couloirs en marbre, des vitraux anciens, une bibliothèque aux volumes rares. Il y avait une hiérarchie stricte et non écrite parmi les étudiants. Ceux qui venaient de familles de médecins étaient traités comme une royauté académique. Ceux qui, comme Élodie, y arrivaient par leur propre mérite, devaient travailler 2 fois plus pour être pris au sérieux. La pression était constante et silencieuse comme un gaz toxique. Pour Élodie, chaque jour à la faculté était une épreuve. Chaque cours, une occasion d'honorer la mémoire de Céline. Elle se portait volontaire pour les cas les plus difficiles. Elle étudiait jusqu'au milieu de la nuit. Elle refusait les invitations. Dans son dos, ses camarades l'appelaient l'ascète de la médecine. Élodie le savait, mais ne s'en souciait pas, ou feignait de ne pas s'en soucier. Sa relation avec sa mère, Sylvie, s'était complètement détériorée ces dernières années. Sylvie ne s'était jamais remise de la mort de Céline.
Elle était devenue une femme amère, extrêmement religieuse, qui voyait des signes divins en tout. Chaque fois qu'Élodie lui rendait visite dans l'ancienne maison de Marseille, des bougies brûlaient pour Céline. Des photos de la fillette dans chaque pièce. Sa chambre, préservée exactement comme elle était 20 ans plus tôt. « Tu vas être médecin », disait toujours Sylvie, avec un étrange mélange d'orgueil et de ressentiment. Céline n'a jamais eu cette chance. « Tu dois vivre pour deux ». Élodie ne savait jamais quoi répondre. Le poids de cette attente l'étouffait. Mais dans les derniers mois avant la cérémonie, quelque chose avait changé chez Sylvie. Ses appels téléphoniques devinrent plus fréquents et étranges. « Nous devons parler de ce jour-là », disait-elle. « Nous avons besoin de la vérité. » Élodie esquivait toujours, effrayée de voir où ces conversations mèneraient. Le docteur Moreau, le directeur de la faculté, commença également à agir bizarrement. Il avait été médecin à Marseille 20 ans auparavant. Élodie l'avait découvert par hasard en voyant son nom dans de vieux journaux de la ville. Chaque fois qu'il se croisait dans les couloirs, il détournait le regard. Une fois, elle l'entendit dire à un autre professeur « Cette jeune fille porte un fardeau qui ne devrait pas être le sien ». 2 semaines avant la remise des diplômes, Élodie comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Sylvie appela 3 fois en une journée, insistant sur le fait qu'elle devait parler. Quand Élodie finit par répondre, la voix de sa mère était différente, déterminée, presque menaçante. « J'ai gardé quelque chose pendant toutes ces années. Un enregistrement. Tu sais de quoi je parle. » « Quel enregistrement, maman ? » ?»« Du jour où Céline est morte. Je ne te l'ai jamais dit, mais ton père filmait tout à cette époque. Il avait ses vieilles caméras. Il vous a filmé en train de jouer ce matin-là. Et après, il a filmé d'autres choses. » Le sang d'Élodie se glaça dans ses veines. « Quelles autres choses ? Tu le découvriras bientôt. Il est temps que la vérité éclate, Élodie. 20 ans. C'est trop long pour vivre dans le mensonge. » La veille de la cérémonie, Élodie étudiait dans son studio quand on sonna à la porte. Il était tard, plus de 23 heures. Par la fenêtre, elle vit la voiture de Sylvie garée dans la rue. Son instinct lui cria de ne pas ouvrir. Mais elle ouvrit. Sylvie entra sans y être invitée. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans depuis sa dernière visite. Elle portait un sac en cuir usé. « Je suis venue t'apporter ça. » Elle sortit une clé USB de son sac. « Ta cérémonie est demain. Tu vas recevoir ton diplôme. Tu vas réaliser ton rêve. Mais tu dois d'abord connaître la vérité. » « Quelle vérité ? De quoi parles-tu ? Regarde la clé USB. Tout est là. Les films de ton père. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là. On en reparlera après. » Sylvie laissa la clé sur la table et partit sans un mot de plus. Élodie resta à fixer le petit objet comme si c'était une grenade sur le point d'exploser. Une partie d'elle voulait le jeter. Mais une autre partie, celle qui avait passé 20 ans à se punir, avait besoin de savoir. Elle ne savait pas encore que dans les 24 heures suivantes, toute la vérité qu'elle connaissait sur elle-même serait détruite et reconstruite d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce fut précisément cette curiosité fatale qui poussa Élodie, le lendemain, à prendre la décision la plus dangereuse de sa vie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je lis chacun de vos messages et y réponds avec plaisir. Laissez un like si cette histoire touche votre cœur. 3 heures après le départ de Sylvie, Élodie était toujours assise sur sa chaise, fixant la clé USB sur la table. Ses mains tremblaient. Une sueur froide coulait le long de sa nuque. Elle s'était déjà levée 3 fois pour la prendre, mais avait toujours reculé au dernier moment. La cérémonie aurait lieu dans moins de 12 heures. Elle aurait dû se reposer, préparer son discours, repasser ses vêtements. Au lieu de cela, elle était paralysée par la peur d'une vérité qu'elle portait depuis 2 décennies. Finalement, à 2 heures du matin, Élodie connecta la clé à son ordinateur portable. Il y avait plusieurs fichiers vidéo. Le premier était daté d'il y a 20 ans, le 9 décembre. Ses mains étaient si moites qu'elle avait du mal à contrôler la souris. Elle cliqua. L'image tremblante d'une vieille caméra apparut à l'écran. Un jardin ensoleillé, 2 petites filles qui jouent. Élodie reconnut immédiatement la maison de son enfance à Marseille. Sur l'enregistrement, Céline sautait à la corde en riant.
Élodie, plus âgée, l'aidait à compter les sauts. 23, 24. Les voix enfantines résonnaient dans le jardin, puis la caméra se tourna pour montrer le visage de leur père. « Mais princesse, disait-il, un jour, vous regarderez ça et vous rirez de voir comme vous étiez petite. » Élodie ferma les yeux. La douleur était physique, viscérale, comme des couteaux déchirant d'anciennes cicatrices. Elle mit la vidéo en pause. Elle ne pouvait pas continuer. Pas encore. Elle sauvegarda le fichier ailleurs, arracha la clé de l'ordinateur et la cacha au fond de son tiroir à vêtements. Demain, après la cérémonie, après avoir enfin obtenu le diplôme qu'elle avait promis à Céline. Alors, elle aurait le courage d'affronter le passé. Mais le sommeil ne vint pas. Élodie passa le reste de la nuit allongée dans le noir, à fixer le plafond, écoutant les voix du passé résonner dans sa tête. À 5 heures du matin, elle renonça à dormir. Elle prit une douche, s'habilla, prit sa blouse blanche soigneusement repassée, et elle reprit la clé USB. Peut-être en aurait-elle besoin. Elle ne savait pas vraiment pourquoi. Juste une sombre intuition. La cérémonie devait commencer à 10 heures. Élodie arriva à l'auditorium à 8h30. Des camarades circulaient déjà, excités. Les familles prenaient des photos. Elle chercha Julien et le trouva près de l'entrée, discutant avec d'autres internes. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Tu es pâle. Tu as réussi à dormir ?»« Pas vraiment. Ma mère est passée hier soir. C'était étrange. » « Étrange comment ?» Élodie regarda autour d'elle. « Trop de monde. Je te raconterai plus tard. C'est compliqué. » Mais elle n'eut pas le temps de raconter, car à ce moment-là, Sylvie apparut à l'entrée de l'auditorium. Elle portait la même robe noire que la veille, les cheveux tirés rigidement, les yeux rouges de quelqu'un qui n'a pas dormi. Quand elle vit Élodie, elle marcha droit vers elle d'un pas lourd et déterminé. « Tu as regardé ?» fut tout ce que Sylvie dit. « Non, je n'ai pas eu le courage. Menteuse. Tu as toujours été une menteuse, tout comme je l'ai été pendant toutes ces années. » Julien tenta d'intervenir. « Madame Girard, aujourd'hui est un jour important pour Élodie. Peut-être pourriez-vous discuter plus tard ?» Sylvie l'ignora complètement. « Où est la clé USB ?» Élodie toucha instinctivement la poche où elle l'avait mise. « Je l'ai sur moi. Mais je ne vais pas la regarder maintenant. Pas ici. Tu devrais, avant de monter sur cette scène et de prétendre que tu mérites ce diplôme. » Les mots frappèrent Élodie comme des coups de poing. Elle sentit ses jambes flageoler. Julien la retint par le bras. D'autres étudiants commencèrent à remarquer la discussion, formant un demi-cercle curieux autour d'eux. « Je mérite ce diplôme, » dit Élodie, la voix basse mais ferme. « J'ai travaillé 6 ans pour l'avoir. J'ai étudié à m'en rendre malade. J'ai tout fait correctement. Tu as tout fait de travers ce jour-là. Et tu n'as jamais payé pour ça. » La douleur dans la poitrine d'Élodie était insupportable. 20 ans de culpabilité, de honte, d'autopunition. 20 ans à essayer de compenser. Et ce ne serait jamais assez. Elle l'avait toujours su. Mais l'entendre de la bouche de sa propre mère rendait tout cela trop réel. « Je sais que j'ai failli avec Céline. Je le sais chaque jour de ma vie. C'est pour ça que je suis devenu médecin. Pour essayer de sauver d'autres Céline. Tu ne penses pas que j'ai assez souffert ? Souffrir n'est pas payer. La vérité, c'est payer. » Sylvie fit demi-tour et partit, laissant Élodie tremblante au milieu du couloir. Julien la serra dans ses bras, mais elle le sentait à peine. La professeure Valérie Durand observait tout de loin, le téléphone à la main. Le docteur Moreau arriva en courant de l'autre côté de l'auditorium, le visage inquiet. « Élodie, tout va bien. Vous avez besoin de quelque chose ?» Il semblait sincèrement affligé. « Je vais bien, c'est juste ma mère qui est difficile. Votre mère traverse une période compliquée. Nous tous. » Le docteur Moreau choisit ses mots avec soin. « Si vous avez besoin de parler après la cérémonie, mon bureau est ouvert. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, comme s'il savait exactement de quoi parlait Sylvie, comme s'il portait lui aussi des secrets sur ce jour terrible. La cérémonie commença. Élodie s'assit parmi les diplômés, essayant de se concentrer sur les discours, mais son esprit était piégé dans une boucle destructrice. Elle revoyait constamment cet après-midi, essayant de se souvenir des détails. Que s'était-il passé exactement?
Céline était dans le jardin, Élodie dans le salon. Le portail était ouvert. Élodie avait oublié de le fermer. Céline était sortie et n'était jamais revenue. Ou du moins, c'est ce qu'Élodie avait toujours cru. Mais s'il y avait plus, si la clé USB montrait quelque chose de différent, elle toucha de nouveau sa poche. Le petit appareil la brûlait comme un charbon ardent. Pendant la pause, Élodie s'enferma dans les toilettes. Elle sortit son téléphone, connecta la clé USB via un adaptateur et chercha les autres fichiers. Il y avait une deuxième vidéo. Date, le même après-midi. Heure, 15 heures. 2 heures avant la disparition de Céline. Elle lança la lecture. L'image était chaotique. La caméra tombait, captant des angles étranges. Le son était étouffé, puis la voix du père. « Élodie, où est ta sœur ?» La propre voix d'Élodie, à 12 ans, en pleurs. « Je ne sais pas, papa. Elle était là. Le portail est fermé, je jure que je l'ai fermé. » D'autres voix. La confusion, des sirènes au loin, l'enregistrement se coupa. Élodie sentit le monde tourner. Elle avait fermé le portail. Elle en avait la certitude absolue dans cet enregistrement. Alors comment Céline était-elle sortie? Comment tout s'était-il effondré? Il y avait un troisième fichier. Elle n'eut pas le courage de l'ouvrir. Pas encore. Elle rangea tout et retourna dans l'auditorium avec des jambes chancelantes. Julien l'attendait avec 2 verres d'eau. « Tu as l'air mal en point. Tu veux que j'appelle quelqu'un ?»« Non, j'ai juste besoin de tenir le coup. Plus que 2 heures. » Mais Élodie venait de découvrir quelque chose qui changeait tout. Elle n'avait pas laissé le portail ouvert. Du moins, pas à ce moment-là. Alors que s'était-il réellement passé? Qui avait ouvert le portail? Ou Céline était-elle sortie par un autre endroit? Et plus important encore, pourquoi Sylvie l'avait-elle laissé croire pendant 20 ans que c'était sa faute? La colère commença à monter, lente, chaude, brûlant la culpabilité comme de l'acide. La cérémonie reprit. Les noms étaient appelés, les applaudissements, les photos. Élodie essayait de prêter attention, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Céline, à la fillette joyeuse qui adorait sauter à la corde. Qui voulait être danseuse étoile? Qui faisait rire Élodie avec des imitations ridicules de leur professeur? Céline méritait la justice, elle méritait la vérité. 5 diplômés avant Élodie, le docteur Moreau monta sur scène pour un discours spécial. La médecine est un voyage de connaissance et de compassion, commença-t-il. Mais c'est aussi un voyage de vérité. Nous devons avoir le courage d'affronter des vérités difficiles, sur nos patients, sur nous-mêmes, sur notre passé. Il regarda directement Élodie en disant cela. Ce n'était pas une coïncidence. Elle en était certaine. 3 diplômés avant elle, Sylvie réapparut. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle transportait un ordinateur portable et un petit projecteur. La professeure Durand la vit la première et fit signe au docteur Moreau. Il descendit de la scène en courant, essayant de l'intercepter. Mais Sylvie fut plus rapide. « Vous devez tous savoir la vérité !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Sur la jeune femme qui est sur le point d'être diplômée, sur ce qu'elle a fait !» Des agents de sécurité s'approchèrent. Des camarades filmèrent tout. Élodie resta paralysée sur sa chaise. Julien tenta de se lever, mais elle le retint. Quelque chose en elle changea à cet instant. La culpabilité de 20 ans commença à se transformer en quelque chose de différent. De la colère, de la détermination, un besoin de vérité, quel qu'en soit le prix. « Laisse, » murmura Élodie. « Laisse-la parler. Je veux savoir ce qu'elle a à dire. » Le docteur Moreau réussit à atteindre Sylvie. « S'il vous plaît, Sylvie, pas ici, pas comme ça. Tu as toujours su, Philippe. Tu as toujours su et tu n'as jamais rien fait. Tu étais là ce jour-là. Tu as vu. » L'auditorium explosa en murmures. Tous les regards alternaient entre Sylvie, le docteur Moreau et Élodie. Les téléphones enregistraient, les réseaux sociaux diffusaient en direct. Le moment devenait viral en temps réel. Le docteur Moreau prit une profonde inspiration. Sa voix sortit basse, mais le micro la capta. « Vous avez raison, j'étais là, et c'est pourquoi je vous en supplie. Ne faites pas ça ici. Pour le bien de tous. Pour la mémoire de Céline. La mémoire de Céline mérite la justice. »
Elle mérite la vérité. Ce n'est pas la même chose. Cette phrase figea Sylvie. Elle regarda la clé USB dans ses mains, puis Élodie, puis de nouveau le docteur Moreau. Des larmes coulaient sur son visage. 20 ans. 20 ans à porter ça toute seule. Pas toute seule. Je l'ai porté aussi. Mais ça ne veut pas dire que détruire Élodie résoudra quoi que ce soit. Élodie n'en pouvait plus. Elle se leva de sa chaise, monta les marches latérales de la scène et se dirigea droit vers le micro. Sa voix sortit ferme, claire, sans peur. « Maman, docteur Moreau, vous tous ici présents, vous voulez la vérité? Moi aussi. J'ai passé 20 ans à croire que j'avais tué ma sœur, que j'avais laissé le portail ouvert, que j'avais été négligente, que j'avais détruit notre famille. J'ai porté cette culpabilité chaque jour. Je suis devenu médecin à cause de ça. J'ai étudié jusqu'à l'évanouissement à cause de ça. J'ai tout sacrifié à cause de ça. » Elle prit une profonde inspiration. 500 personnes attendaient dans un silence absolu. Mais aujourd'hui, il y a 3 heures, j'ai regardé un enregistrement que ma mère m'a caché pendant 2 décennies. Et j'ai découvert que j'avais fermé ce portail. Je n'ai pas failli. Du moins, pas de la manière dont je l'ai toujours cru. Alors, avant d'être diplômé, avant de recevoir ce diplôme, j'ai besoin de savoir, qu'est-il vraiment arrivé à Céline? Sylvie s'effondra en sanglots. Le docteur Moreau ferma les yeux, vaincu. Et Élodie, pour la première fois en 20 ans, sentit qu'elle avait le contrôle. Mais ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que la clé USB contenait d'autres fichiers. Et dans les 40 minutes suivantes, chaque révélation la rapprocherait de la vérité dévastatrice que personne n'était prêt à entendre. Le directeur de la faculté annonça une pause d'urgence. Il emmena Élodie, Sylvie et le docteur Moreau dans un bureau administratif à l'arrière de l'auditorium. Julien insista pour les accompagner, et la professeure Durand apparut en déclarant qu'en tant que témoin, elle avait le droit d'être présente. Personne n'eut l'énergie de discuter. Ils s'installèrent tous les 6 dans la pièce exiguë. Sylvie tenait l'ordinateur portable comme un bouclier. Élodie était raide sur sa chaise, Julien à ses côtés. « Réglons ça de manière civilisée », commença le directeur. « Sylvie, que voulez-vous exactement ? Je veux que tout le monde sache la vérité. 20 ans de mensonges, ça suffit. » Élodie se pencha en avant. « Alors dis-la, dis-moi ce qui s'est réellement passé. Pourquoi m'as-tu laissé croire que c'était ma faute ?» Sylvie regarda la clé USB, puis sa fille. Quand elle parla, sa voix était chargée d'une douleur ancienne. Parce que c'était plus facile de t'accuser que d'accepter la vérité. Parce que je m'en voulais aussi. Parce que ton père m'a fait promettre de ne jamais le dire. Papa était au courant? De quoi? Le docteur. Moreau intervint. Je peux expliquer, mais vous devez comprendre le contexte global. Julien, vous avez dit avoir perdu un frère d'une leucémie. Cela vous donne une perspective. Céline aussi était malade, sauf que personne ne le savait encore. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Malade? Comment? Céline avait une maladie cardiaque congénitale non diagnostiquée. Une tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique. C'est rare, difficile à détecter chez les enfants sans symptômes évidents. Elle aurait pu vivre des années sans le savoir. Ou elle aurait pu avoir un événement fatal à tout moment, déclenché par un stress physique ou émotionnel extrême. Julien ferma les yeux. Il connaissait cette pathologie. Élodie aussi, grâce à ses études. Mais l'entendre appliquer à sa sœur était différent. Ah, vous êtes en train de dire que Céline est morte à cause de ça, pas parce qu'elle s'est perdue? Elle s'est perdue, oui, mais elle n'est pas morte de s'être perdue. Elle est morte parce que son cœur s'est arrêté alors qu'elle courait, désespérée, pour essayer de retrouver le chemin de la maison. Sylvie sanglotait silencieusement. Élodie était sous le choc, en train d'assimiler. 20 ans à porter la culpabilité pour quelque chose qu'elle n'avait pas causé. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir ou éviter. J'étais là, continua le docteur Moreau. J'étais de garde aux urgences de Marseille ce soir-là, quand on a amené Céline. Elle était en arrêt depuis plus de 15 minutes. Nous avons essayé de la réanimer pendant 40 minutes. Nous n'avons pas réussi. Lors de l'autopsie, nous avons découvert la maladie. J'ai tout expliqué à vos parents. Votre père a compris que c'était une fatalité.
Votre mère, Sylvie, avait besoin de quelqu'un à blâmer. Et tu m'as choisi, dit Élodie à sa mère, la voix sans émotion. Tu m'as laissé croire que j'avais tué ma sœur. Je n'ai pas choisi, explosa Sylvie. Tu as assumé la culpabilité toi-même. Tu n'arrêtais pas de dire que tu avais oublié le portail, que c'était ta faute. Ton père disait qu'on devait te dire la vérité, mais j'ai pensé que ce serait plus simple comme ça, que tu surmonterais. Surmonter? Élodie eut un rire amer. Je me suis détruite en essayant de compenser. Je suis devenue médecin par culpabilité. J'ai étudié jusqu'à m'effondrer par culpabilité. Je ne me suis jamais autorisée à être heureuse par culpabilité. Julien lui toucha doucement le bras, mais ne dit rien. La professeure Durand prenait silencieusement des notes dans un coin. Le directeur se massait les tempes. « Il y a plus !» dit Sylvie à voix basse. « Sur la clé. Il y a d'autres choses que tu dois voir. Des choses que ton père a filmées. Des choses que j'ai faites. » Élodie regarda le dispositif avec une nouvelle terreur. « Quelle chose ? Regarde, seul. Après, tu décideras de ce que tu veux faire. » La professeure Durand prit la parole pour la première fois. « Avec tout le respect que je vous dois, Sylvie, mais vous n'avez plus le droit de contrôler ce récit. Élodie mérite de voir, mais nous méritons tous le contexte. Vous avez créé un spectacle public. Maintenant, vous devez le conclure. » Sylvie pinça les lèvres. Pendant un long moment, elle sembla sur le point de refuser. Puis elle ouvrit l'ordinateur et cliqua sur le 3e fichier. « Ceci a été filmé 3 jours après l'enterrement. Ton père ne savait pas que je savais qu'il filmait. » L'écran montrait le salon de leur ancienne maison. Sylvie, plus jeune, assise sur le canapé, tenant une photo de Céline. Élodie reconnut la scène. Elle était là aussi, mais hors champ. La caméra captait sa voix de 12 ans. « Maman, c'est ma faute. J'aurais dû mieux m'occuper d'elle. » Et puis vint la réponse de Sylvie, brutale et froide. « Oui, c'est ta faute. Tu as tué ta sœur, et tu devras vivre avec ça pour le reste de ta vie. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Sur l'enregistrement, l'Élodie enfant se mit à pleurer. La caméra trembla et s'éteignit. Dans le présent, l'Élodie adulte était pâle comme un linge. Julien lui serrait la main avec force. Le docteur. Moreau regardait Sylvie avec quelque chose qui s'apparentait à du dégoût. « Tu as fait croire à une enfant qu'elle était une meurtrière, » dit Élodie lentement. « Une enfant qui était déjà anéantie par la perte. Tu as délibérément implanté cette culpabilité. J'étais en deuil. Je ne réfléchissais pas, tu étais égoïste. Tu as préféré détruire ta fille vivante plutôt que de gérer ta propre douleur. » Sylvie n'avait pas de réponse. Les larmes coulaient, mais ne suscitaient aucune sympathie. Julien rompit le silence. « Je comprends le deuil. Quand j'ai perdu mon frère Lucas, mes parents se sont séparés. Ma mère a fait une dépression profonde. Mon père s'est noyé dans le travail. Je me suis retrouvé seul à 15 ans, pour ainsi dire. Il m'a fallu des années de thérapie pour comprendre que je n'étais pas responsable de guérir Lucas, ni de guérir mes parents. Chacun avait sa propre douleur et devait la gérer à sa manière. Mais personne ne m'a jamais blâmé. Et ça fait toute la différence. » Il regarda Élodie. « On t'a volé la chance de vivre ton deuil naturellement. On t'a forcé à porter un poids qui n'aurait jamais dû être le tien. Ce n'est pas du deuil. C'est de la maltraitance. » Le mot plana dans l'air comme une fumée toxique. Maltraitance. Élodie n'y avait jamais pensé en ces termes. Mais c'était juste. Sylvie l'avait maltraité psychologiquement pendant 2 décennies. « Il y a d'autres fichiers ?» demanda Élodie, la voix maîtrisée. Sylvie hocha la tête. « 3. Ce sont des enregistrements de ton père. Il a tenu une sorte de journal après la mort de Céline. Il y parle de sa douleur, de toi, de moi. Il est mort 6 mois plus tard, d'une crise cardiaque. J'ai trouvé ces cassettes il y a 5 ans en nettoyant le grenier. J'ai tout regardé. Et j'ai enfin compris ce que je t'avais fait. Brian, pourquoi avoir attendu encore 5 ans pour me le dire? Parce que je suis lâche, parce que j'avais peur de ta colère, parce que c'était plus facile de continuer à faire semblant. Mais quand j'ai vu que tu allais être diplômé en médecine, que tu allais réaliser le rêve que Céline n'a jamais eu la chance d'avoir, je n'ai plus pu faire semblant. Tu méritais de savoir avant de monter sur cette scène.
Donc ton plan était de me détruire publiquement quelques minutes avant ma remise de diplôme? Mon plan était de te donner la clé USB hier. C'était à toi de décider quoi faire. Mais quand je t'ai vue aujourd'hui, si confiante, si fière, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pensé, elle va passer toute sa vie sans connaître la vérité. Elle va vivre dans le mensonge. Comme j'ai vécu, la professeure Durand intervint à nouveau. Puis-je faire une observation? J'ai 25 ans d'enseignement en médecine, j'ai vu des centaines d'étudiants. Élodie a toujours été différente, hyper compétente mais autodestructrice, perfectionniste à un point pathologique. Je soupçonnais un traumatisme, mais je n'avais jamais imaginé cette dimension. Ce que vous avez fait, Sylvie, a créé une médecin techniquement brillante, mais émotionnellement endommagée. Elle sauvera des vies. Mais à quel prix pour elle-même? La question resta sans réponse. Élodie respirait profondément, essayant de digérer des décennies de tromperie. Julien lui caressait le dos en cercle lent. Le docteur Moreau prit enfin la parole. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Quand je suis venu travailler dans cette faculté il y a 3 ans et que j'ai vu le nom d'Élodie Girard sur la liste des étudiants, j'ai su immédiatement qui elle était. J'ai consulté son dossier. J'ai vu ses notes parfaites, son dévouement obsessionnel. Et j'ai reconnu les signes de quelqu'un qui essaie de compenser une culpabilité. J'aurais dû vous parler, j'aurais dû vous dire ce que je savais sur Céline, mais je n'ai pas eu le courage. Et maintenant, nous en sommes tous là, dans ce désordre. Élodie regarda chaque personne dans la pièce. Tous lui avaient manqué d'une manière ou d'une autre. Sa mère, le plus évidemment. Mais le docteur Moreau par omission. Même Julien, qui connaissait son traumatisme, mais n'avait jamais insisté pour avoir des détails. Tous avaient gardé une distance confortable avec la vérité. « Je veux voir les autres fichiers », dit finalement Élodie. « Mais pas ici, pas avec vous. Je rentre chez moi, je vais les regarder seul, et après je déciderai quoi faire. » « Et la cérémonie ?» demanda le directeur. « Au diable la cérémonie. J'ai passé 6 ans à travailler pour un diplôme que je pensais devoir à la mémoire de Céline. Maintenant je découvre que Céline est morte de cause naturelle. Que je ne dois rien à personne, alors je dois décider, est-ce que je veux être médecin pour moi, ou seulement par culpabilité? Elle se leva. Julien se leva avec elle. Je viens avec toi. Non, j'ai besoin d'être seul. Élodie, s'il te plaît, 20 ans à digérer un mensonge. J'ai besoin de temps pour digérer la vérité. Sylvie tendit l'ordinateur portable. Prends-le, regarde tout. On en reparlera après. Je ne sais pas si j'aurai un jour envie de te parler. La froideur dans la voix d'Élodie fit reculer Sylvie comme si elle avait reçu une gifle. Mais elle l'avait mérité. Tout le monde le savait. Élodie prit l'ordinateur, se dirigea vers la porte, s'arrêta. « Docteur Moreau, vous avez dit que vous aviez tenté de réanimer Céline pendant 40 minutes. C'est bien au-delà du protocole standard. C'était une enfant. Je ne pouvais pas abandonner. Merci d'avoir essayé. Même si vous n'avez pas réussi, vous avez essayé. C'est plus que ce que ma propre mère a fait pour moi. » Élodie sortit. Julien attendit 30 secondes et la suivit. La professeure Durand commença à poser des questions techniques sur la maladie cardiaque de Céline. Sylvie s'effondra en sanglots convulsifs. Le directeur appela son service de communication, demandant un communiqué officiel pour reporter le reste de la cérémonie. Dehors, l'auditorium était dans un chaos contrôlé. Les camarades spéculaient, les familles se plaignaient, les réseaux sociaux explosaient de théories. Élodie ignora tout, marchant droit vers le parking. Julien la rattrapa. « Je sais que tu as demandé à être seule, mais je ne te laisserai pas conduire dans cet état. Donne-moi les clés. » Élodie n'avait pas l'énergie de discuter. Elle lui tendit les clés. Dans la voiture, ils restèrent silencieux pendant 10 minutes. Puis Julien parla. « Quand Lucas est mort, j'ai passé des mois à vouloir mourir aussi. Ça semblait juste. Il était plus jeune, plus innocent, meilleur que moi en tout point. Pourquoi avais-je survécu et pas lui ? J'ai suivi une thérapie pendant 3 ans avant d'accepter qu'il n'y a pas de réponse. Les tragédies arrivent, les enfants meurent. Il n'y a pas de justice cosmique, juste le hasard. » Élodie regarda par la fenêtre. Céline avait 8 ans.
Elle voulait être danseuse. Elle faisait des pirouettes dans toute la maison. Mon père disait qu'elle serait célèbre un jour. Et puis elle a simplement cessé. Un instant, elle était vivante. L'instant d'après, elle ne l'était plus. Comment on gère ça? On ne gère pas. On apprend à vivre avec le vide. Mais Élodie, tu as un avantage que je n'ai pas eu. Tu as découvert que ce n'était pas ta faute. Moi, je n'ai jamais eu de culpabilité à porter. Toi, si. Et maintenant, tu peux lâcher ce poids. Tu peux enfin être libre. Je ne sais pas comment être libre. Je ne sais qu'être coupable. Ils arrivèrent à l'appartement d'Élodie. Julien insista pour monter avec elle. Il prépara du thé. S'assit à côté d'elle sur le canapé. Élodie ouvrit l'ordinateur portable avec des mains tremblantes et cliqua sur le 4e fichier. Le visage de son père apparut à l'écran. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Il était dans le bureau de leur ancienne maison. Date, 1 semaine après l'enterrement. « Je ne sais pas pour qui j'enregistre ça, commença-t-il. Peut-être pour moi, peut-être pour mes filles, plus tard. Céline est partie. Je n'arrive toujours pas à y croire. 8 ans, ma petite danseuse. Le médecin a dit que c'était le cœur, une maladie que personne ne connaissait. Ça aurait pu arriver n'importe quand, en dormant, à l'école, en jouant. Ce n'est la faute de personne. » Il fit une longue pause. Mais Sylvie n'accepte pas ça. Elle a besoin de blâmer quelqu'un, et elle a choisi Élodie, notre fille vivante, qui souffre aussi, qui a perdu sa sœur et sa meilleure amie. J'ai essayé de parler à Sylvie hier. J'ai dit que nous devions protéger Élodie, pas la détruire. Elle a crié que je ne comprenais pas sa douleur, que je n'avais pas perdu ce qu'elle avait perdu, comme si Céline n'était qu'à elle. Dans le salon, Élodie serrait sa tasse de thé si fort que ses doigts étaient blancs. Julien posa sa main sur la sienne. Le père, sur l'enregistrement, continua. « Si quelqu'un regarde ça un jour, surtout toi, Élodie, sache, rien de ce qui s'est passé n'est ta faute. Tu étais une enfant. Tu t'es occupée de ta sœur du mieux que tu pouvais. Le portail était fermé. Je l'ai vu. J'ai vérifié après. Céline a probablement grimpé ou trouvé un autre moyen de sortir. Les enfants font ça. Ils explorent, ils s'aventurent. Personne ne peut les surveiller 24 heures sur 24. Et même si on le pouvait, son cœur était marqué. C'était une question de temps. Élodie se mit à pleurer silencieusement. Julien la prit dans ses bras. À l'écran, son père essuyait ses propres larmes. « Je vais essayer de te protéger, Élodie. Je vais essayer de faire comprendre à Sylvie. Mais je suis fatigué. Ma poitrine me fait mal constamment. Le médecin dit que c'est le stress. Il m'a dit de faire des examens. Je les ferai. Promis. Pour toi. Parce que je dois être là pour m'assurer que tu grandisses en sachant que tu es aimée. Que ce n'est pas ta faute. Que tu mérites d'être heureuse. » L'enregistrement se termina. Le 5e fichier commença automatiquement. Même pièce, 2 semaines plus tard. Le père semblait encore plus mal. Sylvie et moi avons eu une autre dispute. Elle veut envoyer Élodie chez sa tante. Elle dit qu'elle ne peut pas la regarder sans voir Céline. J'ai refusé. Élodie reste avec nous. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai maintenir cette famille à flot. J'ai l'impression que nous nous effondrons. Le 6e et dernier fichier fut enregistré 5 mois après l'enterrement. J'ai enfin fait les examens. Le médecin a dit que mon cœur est atteint. Le stress, ont-ils dit. Le deuil. Ils ont suggéré une thérapie. Des médicaments. Je ne ferai rien de tout ça. Je suis fatigué. Céline est partie. Sylvie me déteste. Élodie se referme de plus en plus. C'est devenu une petite fille silencieuse, effrayée. J'essaie de lui parler, mais elle ne dit rien. Elle ne fait qu'étudier. Elle a dit qu'elle sera médecin quand elle sera grande, pour sauver des gens. Elle a 11 ans et elle planifie déjà toute sa vie sur la base de la culpabilité. Il respira lourdement. Si je ne suis pas là pour la protéger, j'espère que quelqu'un le sera, que quelqu'un lui dira la vérité, que quelqu'un l'aidera à comprendre que ce n'est pas sa faute. S'il vous plaît, elle ne mérite pas de porter ça. L'écran devint noir. Élodie ferma l'ordinateur. Pendant de longues minutes, elle ne dit rien. Elle pleurait, simplement. Julien la tenait serrée. Quand elle parla enfin, sa voix était rauque. Mon père savait. Il savait exactement ce qui allait m'arriver.
et il a essayé de me protéger. Mais il est mort avant de pouvoir le faire. Il t'aimait, c'est clair. Et ma mère m'a détesté, c'est clair aussi. Je ne sais pas si c'était de la haine. Je pense que c'était de la douleur déformée. Mais peu importe, ce qu'elle a fait est mal, impardonnable. Élodie s'essuya le visage. Je dois décider quoi faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut retourner là-bas et affronter ma mère publiquement. Montrer ses vidéos à tout le monde. Exposer ce qu'elle a fait, mais une autre partie veut juste partir, recommencer ailleurs, tout oublier. Julien réfléchit avant de répondre. Ni l'un ni l'autre. Tu dois l'affronter, oui, mais pas par vengeance. Pour la vérité. Ton père a demandé que quelqu'un dise la vérité. Tu peux le faire, mais à ton rythme, quand tu seras prête. Mais Élodie ne savait pas que sa mère préparait déjà la phase finale de son plan. Et en moins de 24 heures, tout le reste de la vérité serait révélé de la manière la plus brutale possible. Élodie passa la nuit à regarder les enregistrements en boucle. Chaque fois qu'elle entendait la voix de son père, quelque chose en elle se brisait et se reconstruisait simultanément. Julien resta avec elle, silencieux, présent. À 4 heures du matin, elle ferma enfin l'ordinateur et le regarda. Toute ma vie a été un mensonge. J'ai choisi la médecine par culpabilité. Je suis devenu cette personne obsédée par la perfection par culpabilité. Je ne me suis jamais autorisé à faire des erreurs, à me détendre, à être heureuse. Tout ça pour une culpabilité qui n'a jamais été réelle. Elle eut un rire amer. Tu sais ce qui est le plus douloureux? J'étais un bon médecin. J'aurais pu être juste ça, mais maintenant tout est contaminé. Chaque fois que je sauverai un enfant, je me demanderai, est-ce que je le fais pour lui ou pour le fantôme de Céline? Julien lui prit le visage entre ses mains. Écoute, tu as peut-être commencé pour de mauvaises raisons, mais tu es devenu médecin pour les bonnes. Je t'ai vu avec les patients. J'ai vu ta compassion sincère, ton dévouement. Tu ne joues pas à soigner. Tu t'en soucies vraiment. Ça ne change pas à cause de ce que tu as découvert. Mais comment me faire confiance maintenant? Comment savoir ce qui est réel? En te donnant du temps, en suivant une thérapie, en reconstruisant ton identité. Ce ne sera pas rapide, mais tu peux y arriver. Élodie voulait y croire. Mais le doute la rongeait comme de l'acide. 20 ans à construire une identité sur de fausses fondations. Comment reconstruit-on cela? À 7 heures du matin, son téléphone sonna. C'était le docteur Moreau. La faculté a décidé de reprogrammer votre remise de diplôme. Juste vous, une cérémonie privée, sans invité. Vous pouvez venir chercher votre diplôme aujourd'hui à 14 heures, si vous le souhaitez, sans pression. Et si je ne le souhaite pas, alors nous attendons, ou nous vous l'envoyons par la poste. C'est vous qui décidez. Élodie raccrocha. Elle regarda la blouse blanche suspendue à la chaise. Le symbole de 6 ans de sacrifice, d'études jusqu'à l'épuisement, de garde de 30 heures, de renoncement aux amitiés, aux amours, à la vie. Tout ça pour un morceau de papier qui prouverait qu'elle avait compensé la mort de Céline. Mais Céline n'était pas morte à cause d'elle. Alors, le diplôme signifiait-il encore quelque chose? Je vais le chercher, dit-elle finalement. Pas pour Céline, pas par culpabilité, mais parce que je le mérite. J'ai travaillé pour ça. Indépendamment des raisons initiales, j'ai gagné ce droit. Julien sourit. C'est un début. À 11 heures, Sylvie se présenta à la porte. Élodie faillit ne pas ouvrir, mais quelque chose en elle avait besoin d'entendre ce que sa mère avait à dire. Elle la laissa entrer. Julien se retira discrètement dans la chambre, leur laissant de l'intimité. Sylvie semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, des cernes profonds, les mains tremblantes. Quand elle parla, sa voix était brisée. « J'ai tout regardé à nouveau hier soir, tous les enregistrements de ton père. Ça faisait 5 ans que je ne les avais pas vus. J'avais oublié comment il était, comment il nous aimait, comment il a essayé de nous sauver. » Élodie croisa les bras. Elle n'allait pas lui faciliter la tâche. « Ton père avait raison sur tout. J'ai choisi de te détruire parce que c'était plus facile que d'affronter ma propre douleur. Tu étais une enfant, vulnérable, dépendante de moi. Et j'ai utilisé ça. Je t'ai transformé en réceptacle de ma culpabilité,
de ma colère, de mon deuil. Je t'ai fait porter ce que j'aurais dû porter seul. Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi de me blesser au lieu de me protéger? Sylvie prit une profonde inspiration. Parce que quand je te regardais, je voyais tout ce que Céline ne serait jamais. Chaque année que tu prenais, Céline restait figée à 8 ans. Tu as eu 15 ans, elle en avait toujours 8. Tu as eu ton bac, elle en avait toujours 8. Et à chaque étape de ta vie, je mourrais un peu plus en me rappelant ce que Céline avait perdu. Alors, tu aurais dû m'envoyer ailleurs, pas me torturer. Je sais, mais une partie de moi ne pouvait pas te laisser partir. Tu étais tout ce qu'il me restait, et j'avais besoin que tu souffres parce que je souffrais. C'est cruel, injustifiable, monstrueux, mais c'est la vérité. Élodie eut la nausée. L'entendre formuler explicitement était pire que de l'imaginer. Tu as demandé pardon à mon père quand il était à l'hôpital, mourant. Sylvie ferma les yeux. Il est mort seul. J'étais à la maison, ivre. Je n'ai pas répondu quand l'hôpital a appelé. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Une autre culpabilité que je porte. Tu as beaucoup de culpabilité, maman, mais au lieu de les gérer, tu me les as transmises. Et tu as détruit 2 vies au lieu d'une. Je sais, et je n'attends pas de pardon. Je suis juste venu te dire la vérité, et te donner ça. Sylvie sortit une enveloppe de son sac. À l'intérieur, de vieux documents, des rapports médicaux, l'autopsie de Céline, le rapport du docteur Moreau. Tout prouvait la maladie cardiaque. Tout montrait qu'il n'y avait eu ni négligence, ni crime, ni faute. Juste une tragédie médicale imprévisible. J'ai gardé ça pendant 20 ans. Ton père voulait que tu le voies quand tu serais plus grande. Je l'ai caché. Aujourd'hui, je te rends ce qui t'appartient de droit. Élodie prit les papiers avec des mains tremblantes. Lire la terminologie médicale sur sa sœur était surréaliste. Tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique. Mutation du gène RIR2. Non diagnosticable sans examen spécifique. Pronostic imprévisible. Des mots techniques pour dire « personne n'aurait pu sauver Céline ». Une dernière chose, dit Sylvie. Je sors de ta vie, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que c'est ce que je dois faire. J'ai causé assez de dégâts. Je vais retourner à Marseille, entamer une thérapie intensive, essayer de comprendre ce que j'ai fait. Si un jour, dans des années, tu veux me parler, je serai là. Mais je ne te chercherai pas. Tu mérites la paix. Élodie ne dit rien. Sylvie hocha la tête, interprétant le silence comme une réponse, et sortit. Julien revint du salon quand il entendit la porte se fermer. « Comment ça va ?»« Vide. Épuisé. Soulagé ? Je ne sais pas. » 2 heures plus tard, Élodie était dans le bureau du directeur de la faculté. Juste elle, le docteur Moreau et la professeure Durand comme témoins. Pas de blouse, pas de cérémonie, pas de faste. Il lui tendit le diplôme. « Élodie Girard, pour votre mérite académique et votre compétence démontrée, vous avez obtenu le grade de docteur en médecine. Félicitations. » Élodie tint le papier. Il pesait moins qu'elle ne l'imaginait. Ou peut-être était-ce elle qui était plus forte. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda le docteur Moreau. « En privé ?» Élodie acquiesça. « Vous serez un médecin exceptionnel, non pas en dépit de ce que vous avez vécu, mais en l'incluant. Vous connaissez la douleur, la perte, le traumatisme, la culpabilité, la rédemption. Cela vous rend capable de comprendre les patients à des niveaux que des médecins techniquement parfaits n'atteindront jamais. Ne gâchez pas ça, mais ne le laissez pas non plus vous définir. Comment faire? Comment séparer les deux? Thérapie, temps, patience, et en vous rappelant toujours, vous n'êtes pas la fillette de 12 ans qui a perdu sa sœur. Vous êtes la femme de 32 ans qui a survécu, grandi, et qui est devenue médecin malgré tous les obstacles. La professeure Durand ajouta, « Et quand vous doutez, souvenez-vous que des centaines de futurs patients sont en vie parce que vous n'avez pas abandonné, parce que vous avez transformé la douleur en but. Même si le but initial était déformé, le résultat est réel. Des vies sauvées sont des vies sauvées, quelle que soit la motivation. » Élodie plia soigneusement le diplôme et le rangea dans son sac. « Merci, pour tout, surtout de ne pas m'avoir laissé tomber hier. »« Jamais !» dit le docteur Moreau. « Vous êtes l'une des meilleures que nous ayons eues. »
Élodie quitta la faculté avec des sentiments contradictoires, soulagée de connaître enfin la vérité, en colère d'avoir été trompée, en deuil de son enfance volée, et une peur terrifiante de l'avenir incertain. Qui était-elle sans la culpabilité pour définir chacun de ses choix? Julien l'attendait à la sortie. Et maintenant, je dois découvrir qui je suis. La vraie Élodie, pas celle construite sur des mensonges. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de qui elle est. Alors nous allons le découvrir ensemble, sans se presser, un jour à la fois. Ce soir-là, Élodie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 20 ans. Elle alla au cimetière, la tombe de Céline, petite et blanche. Elle s'agenouilla et toucha la pierre froide. « Salut Céline, ça fait longtemps. Je ne venais pas parce que je pensais que tu me détestais, que tu m'en voulais. Mais maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Tu n'es pas morte par ma faute. Ton cœur s'est arrêté. Ça aurait pu arriver de 1000 manières différentes, et aucune n'aurait été de ma faute, ni de la tienne. C'est juste arrivé. » Les mots sortaient difficilement, entrecoupés. « J'ai eu mon diplôme de médecine aujourd'hui. Serais-tu fier? J'espère que oui. Je vais essayer d'être un bon médecin. Pas pour compenser ta mort, mais parce que je crois que c'est ce que je veux faire. Je n'en suis pas encore sûr, mais je vais le découvrir. » Élodie resta là 1 heure, parlant à sa sœur défunte, disant des choses qu'elle avait gardées pendant 2 décennies, s'excusant de n'être pas venue plus tôt, promettant de ne plus laisser la culpabilité contrôler sa vie. Quand elle se releva, elle se sentit différente, plus légère, comme si un poids physique lui avait été retiré des épaules. Julien l'attendait dans la voiture. « Ça va ?» ?»« Oui. Pour la première fois en 20 ans, je crois que oui. » Mais pendant qu'Élodie commençait à assimiler et à guérir, Sylvie, à Marseille, prenait une décision finale. Elle tapait frénétiquement sur son ordinateur, préparant un document, un récit complet, tout ce qui s'était passé, les mensonges, la maltraitance, les enregistrements de son mari décédé, la vérité sur Céline, tout. Puis elle cliqua sur « Envoyer » à tous les principaux portails d'information de Paris, avec des copies des enregistrements en pièces jointes, titre de l'email « Une mère confesse 20 ans de maltraitance psychologique après une mort tragique ». Elle savait que cela détruirait toute chance de réconciliation avec Élodie. Mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de garantir que la vérité ne soit pas de nouveau enterrée, qu'Élodie aurait des preuves publiques, incontestables, de ce qui s'était passé, que plus personne ne pourrait jamais remettre en question sa version. C'était la dernière chose que Sylvie pouvait faire pour sa fille. Ce n'était pas une rédemption, mais c'était quelque chose. Et le lendemain matin, quand Élodie se réveilla, elle découvrit que son histoire était devenue virale à l'échelle nationale. La confrontation finale était sur le point de commencer, et toutes les conséquences de 20 ans de mensonges allaient enfin émerger sous la lumière implacable de l'examen public. Élodie se réveilla avec des dizaines de messages sur son téléphone. Julien, le docteur Moreau, la professeure Durand, des camarades qui ne lui avaient jamais parlé. Tous envoyaient des liens. Quand elle ouvrit le premier, son cœur s'arrêta. Titre à la une nationale, une jeune médecin révèle 2 décennies de maltraitance psychologique après la mort tragique de sa sœur. L'article contenait tout, les enregistrements du père, le témoignage de Sylvie avouant, même des extraits de la confrontation à la cérémonie filmés par quelqu'un et divulgués. Élodie lisait, de plus en plus sous le choc, sa vie privée la plus douloureuse exposée à des millions de personnes. Des milliers de commentaires, certains solidaires, d'autres cruels. Elle cherche l'attention. Tout est inventé pour faire le buzz. La mère a clairement des problèmes mentaux. La fille en profite. Julien arriva une demi-heure plus tard. Il entra sans frapper, la trouva assise par terre dans le salon, le téléphone à la main, des larmes silencieuses coulant sur son visage. C'est elle qui a fait ça. Ma mère a tout exposé. Pourquoi ? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement partir et me laisser en paix ? Peut-être pensait-elle que c'était le seul moyen de garantir que la vérité ne soit pas de nouveau enterrée, que tu aurais une preuve publique, incontestable. Mais je ne voulais pas de preuve publique,
Je voulais de l'intimité, je voulais gérer ça à mon rythme. Maintenant, tout le pays juge ma vie. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Élodie répondit contre son gré. C'était un producteur d'émissions de télévision. Élodie, nous serions ravis de vous avoir dans notre émission demain. 2 millions de téléspectateurs. Votre chance de raconter votre version de l'histoire. Elle raccrocha sans répondre. D'autres appels, des journalistes, des podcasteurs, même un agent littéraire voulant transformer son histoire en livre. Élodie bloqua tous les numéros inconnus. « Je dois faire cesser ça », dit-elle. « Je dois reprendre le contrôle du récit. »« Comment ?»« En leur donnant ce qu'ils veulent, une déclaration, mais selon mes conditions. » Élodie passa les 2 heures suivantes à écrire. Julien lisait par-dessus son épaule, offrant des suggestions. Quand ce fut prêt, Élodie le publia sur tous ses réseaux sociaux. Elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais elle savait que les médias surveillaient. Mon nom est Élodie Girard. Je suis un jeune médecin. L'histoire qui est devenue virale ces dernières heures est vraie, mais incomplète. Oui, ma mère m'a fait croire pendant 20 ans que j'avais causé la mort de ma sœur Céline. Oui, cela a façonné toute ma vie. Mais il manque un contexte. Ma mère était anéantie par le deuil. Elle a pris des décisions terribles dans un état de douleur inimaginable. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais cela l'humanise. Elle continua. Découvrir la vérité a été à la fois libérateur et dévastateur. Libérateur parce que je sais enfin que je n'étais pas responsable. Dévastateur parce que cela signifie que je suis devenu médecin pour des raisons déformées. Maintenant, je dois décider qui je suis sans cette culpabilité pour me définir. Et je dois le faire sans caméra, sans interview, sans commentaire d'inconnus. Je demande le respect de ma vie privée. Je demande de la compassion. Et je vous demande de vous souvenir. Derrière chaque histoire virale, il y a de vraies personnes avec une vraie douleur qui essaient de survivre. En 2 heures, la publication avait 100 000 partages. Le ton des commentaires changea, plus de solidarité, moins de jugement. Mais certains médias continuèrent de faire pression. Une grande émission matinale envoya une équipe devant la porte de l'immeuble d'Élodie. « Ils n'arrêteront pas, » dit Julien, « sauf si tu donnes une interview définitive, qui clôt l'histoire, qui montre clairement qu'il n'y a plus rien à dire. » Élodie réfléchit. Il avait raison. Plus elle refuserait, plus il la poursuivrait. Mais je choisis où et comment, pas une émission de télévision, pas un cirque médiatique. Le docteur Moreau appela, proposant la faculté comme lieu. Nous pouvons organiser une conférence de presse contrôlée. Vous parlez pendant 20 minutes, vous répondez à quelques questions préapprouvées, et c'est tout. Ils auront le matériel dont ils ont besoin, vous aurez dit ce que vous aviez à dire, et tout le monde pourra passer à autre chose. Élodie accepta. Ils fixèrent la date au lendemain, 16 heures, dans l'auditorium de la faculté, le même endroit où tout avait explosé. Le lendemain matin, Sylvie appela. Élodie faillit ne pas répondre. Mais quelque chose en elle avait besoin d'entendre. « J'ai vu ta publication. J'ai vu que tu m'as défendu, même après tout ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas défendu. J'ai contextualisé. Ce n'est pas la même chose. » Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas détruite publiquement ? Je le méritais. Élodie prit une profonde inspiration. Parce que la destruction ne guérit personne. Tu me l'as appris de la pire des manières. Je ne vais pas répéter ton erreur. Tu es une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Non, je suis juste fatigué de porter de la colère. J'ai déjà porté la culpabilité pendant 2 décennies. Je ne vais pas passer les 2 prochaines à porter de la haine. Me pardonneras-tu un jour ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Mais je vais essayer de te comprendre. Et peut-être que ce sera suffisant. Sylvie pleura à l'autre bout du fil. Quand elle se reprit, elle dit « Je regarderai ta conférence demain, pas sur place. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise, mais je la regarderai. Et je veux que tu saches, je suis fier de la femme que tu es devenue, malgré moi. Ou peut-être à cause des obstacles que j'ai mis sur ta route. Je ne sais pas, mais je suis fier. » C'était la première fois en 20 ans que Sylvie disait ça. Élodie raccrocha sans répondre. Elle ne savait pas quoi ressentir.
Colère, soulagement, tristesse, tout se mélangeait en un nœud impossible à défaire. 16 heures arriva trop vite. L'auditorium était rempli de journalistes, des caméras partout. Élodie entra avec Julien à ses côtés. La professeure Durand et le docteur Moreau flanquaient la scène comme une protection silencieuse. Élodie s'approcha du micro. Ses mains tremblaient. Sa voix menaçait de se briser, mais elle commença. « Merci d'être venu. Je vais faire une brève déclaration et répondre à quelques questions. Ensuite, je ne parlerai plus publiquement de ce sujet. Mon histoire est devenue un divertissement national. Ce n'était pas mon choix. Mais maintenant qu'elle est là, je veux m'assurer que vous la comprenez entièrement. » Elle raconta tout. L'après-midi où Céline est morte. Les 20 ans de culpabilité. La découverte de la clé USB. Les enregistrements de son père, la confession de sa mère, la maladie cardiaque non diagnostiquée. Chaque mot était un coup de poignard dans des plaies ouvertes. Mais c'était aussi cathartique, comme drainer le poison d'une vieille infection. La question que tout le monde se pose est « Vais-je poursuivre ma mère en justice ?» La réponse est non. Elle m'a fait un mal terrible. Mais c'était une femme détruite par le deuil qui prenait des décisions destructrices. La punir ne me guérira pas, ne ressuscitera pas Céline, ne me rendra pas mon enfance. Cela ne ferait que perpétuer un cycle de douleur. Un journaliste leva la main. Mais qu'en est-il de la justice? Ne devrait-elle pas payer? Elle paie, chaque jour, avec le poids de sa conscience, avec la perte de sa fille, de moi, avec la connaissance de ce qu'elle a fait. C'est une punition suffisante. Une autre question. Voulez-vous toujours être médecin ou tout était-il basé sur un mensonge? Élodie marqua une pause. C'était la question qu'elle se posait à elle-même. J'ai commencé la médecine pour de mauvaises raisons. Mais j'ai découvert en chemin que j'aime sincèrement cette profession. J'aime aider les patients. J'aime résoudre des problèmes de diagnostic. J'aime ce moment où un enfant malade sourit enfin. Alors oui, je vais continuer, mais maintenant pour moi, pas pour des fantômes. Et votre mère? Allez-vous vous réconcilier? Je ne sais pas. Peut-être avec le temps. Peut-être jamais. Les relations n'ont pas l'obligation d'être sauvées simplement parce qu'elles sont familiales. Parfois, la distance est une forme de guérison. Le temps nous le dira. Dernière question, intervint le docteur Moreau, protégeant Élodie d'un interrogatoire trop long. Un journaliste au fond leva la main. Que diriez-vous aux personnes qui vivent des situations similaires, qui portent des culpabilités pour des choses qui ne sont peut-être pas de leur faute? Élodie sourit pour la première fois. Cherchez la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parce que vivre dans le mensonge est pire que d'affronter une réalité brutale. Et souvenez-vous, une culpabilité non diagnostiquée est comme une maladie non traitée. Elle ne fait qu'empirer avec le temps. Cherchez de l'aide. Suivez une thérapie. Parlez à des personnes de confiance. Ne portez pas seul ce qui n'est pas à vous de porter. Des applaudissements résonnèrent dans l'auditorium. Élodie descendit de la scène et sortit par une porte latérale. Julien, le docteur Moreau et la professeure Durand l'escortèrent jusqu'à la voiture. Des caméras tentèrent de les suivre, mais des agents de sécurité les bloquèrent. Dans la voiture, Élodie respira enfin. C'est fini. C'est enfin fini. Il y a encore un long chemin à parcourir, dit Julien doucement, mais le pire est passé. Tu resteras avec moi, pendant ce chemin, à chaque étape, si tu le veux. Élodie lui prit la main. Pour la première fois en 20 ans, elle s'autorisa à imaginer un avenir sans culpabilité pour définir chaque choix. Un avenir avec une relation saine, avec une carrière pour les bonnes raisons, avec la paix. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des rechutes, des moments de doute, des cauchemars sur Céline, une colère ressurgissant contre Sylvie. Mais pour la première fois, elle avait les outils pour y faire face. Elle avait la vérité comme fondation. Elle avait des gens qui la soutenaient sincèrement. 3 semaines plus tard, Élodie commença une thérapie intensive. 2 séances par semaine, démêlant 20 ans de traumatisme, reconstruisant son identité, apprenant à séparer qui elle était de qui elle pensait devoir être. Sylvie tint sa promesse. Elle ne tenta pas de prendre contact. Elle envoya juste une lettre 1 mois plus tard. « J'ai commencé une thérapie aussi.
J'affronte enfin ce que j'ai toujours évité. Merci de m'avoir forcé à le faire, et désolé de ne pas l'avoir fait il y a des décennies. Quand, et si tu veux parler, je serai là. Mais je comprendrai si tu ne le veux jamais. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai juste pas su le montrer sainement. Élodie rangea la lettre dans un tiroir. Elle ne répondit pas, mais elle ne la jeta pas non plus. Peut-être un jour. Peut-être. Julien demanda Élodie en mariage officiellement 2 mois plus tard. Elle dit oui, non pas parce qu'elle avait besoin de lui pour se définir, mais parce qu'elle le voulait sincèrement dans sa vie. C'était différent, sain, basé sur le choix, pas sur le besoin. Et quand Élodie commença enfin son internat en pédiatrie, 3 mois après cette remise de diplôme mouvementée, elle prit en charge sa première patiente, seule. Une fillette de 8 ans avec une forte fièvre, le même âge que Céline avait quand elle est morte. Élodie l'examina avec des mains fermes, posa les bonnes questions, diagnostiqua une infection bactérienne traitable, prescrivit des antibiotiques. Et quand la fièvre baissa 2 heures plus tard et que la fillette sourit, Élodie sut. Elle n'était pas en train de sauver Céline. Elle sauvait cet enfant, pour elle-même. Parce que c'était la bonne chose à faire, parce qu'elle aimait la médecine, parce qu'elle était douée pour ça. Et pour la première fois en 20 ans, Élodie Girard s'autorisa à ressentir une fierté sincère. Mais l'histoire ne se termine pas par une victoire, car 6 mois plus tard, les conséquences à long terme de cette révélation publique résonnaient encore de manières inattendues. 6 mois après la conférence de presse, Élodie était dans son cabinet de pédiatrie à l'hôpital Saint-Louis, non plus comme interne, comme médecin titulaire. Son propre cabinet, petit mais fonctionnel. Les murs décorés de dessins de patients, une photo encadrée sur son bureau, elle et Julien au jardin des plantes, souriant sincèrement. Le stéthoscope de son père accroché au mur, non plus caché dans un tiroir de la honte, mais exposé avec fierté. La thérapie continuait, tous les mardis et jeudis à 18 h. Le docteur Fernandez, une psychologue spécialisée en traumatologie, l'aidait à démêler 20 ans de distorsion. Certaines séances étaient productives, d'autres trop douloureuses pour être traitées. Mais Élodie était toujours là. Elle faisait le travail. Petit à petit, elle reconstruisait ses fondations sur un sol ferme. Julien l'avait demandé en mariage au 4e mois. Elle avait demandé du temps, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle devait être sûre de dire oui à la bonne personne pour les bonnes raisons. 2 mois plus tard, quand il lui posa à nouveau la question, elle répondit sans hésitation « oui ». Ils planifièrent un mariage simple pour l'année suivante. Peu d'invités, une cérémonie discrète, loin des projecteurs. Le docteur Moreau était devenu le mentor officiel d'Élodie. Ils déjeunaient toutes les 2 semaines, discutant de cas complexes. Ils partageaient des décennies d'expérience. Elle apportait une perspective jeune et actualisée. L'amitié, née d'une tragédie, s'était transformée en un partenariat professionnel précieux. Il ne mentionna plus jamais ce jour terrible à Marseille. Ce n'était pas nécessaire. Tous deux avaient fait la paix avec le passé. La professeure Durand publia un article académique sur le traumatisme et les choix de carrière, utilisant l'histoire d'Élodie comme une étude de cas anonyme. Élodie le lut et autorisa sa publication. Si sa douleur pouvait éduquer les futurs médecins sur la compassion et la complexité humaine, alors elle aurait servi à quelque chose. Sylvie restait à Marseille, thérapie 3 fois par semaine. Elle participait à un groupe de soutien pour parents endeuillés. Elle commença du bénévolat dans un foyer pour enfants, essayant de canaliser son amour inexprimé vers des enfants qui en avaient besoin. Elle envoyait de courts messages à Élodie, 1 fois par mois. « J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. » Élodie répondait parfois, d'autres fois non. Mais elle n'avait plus bloqué son numéro. C'était un progrès. Par un après-midi pluvieux de juin, Élodie reçut une fillette de 7 ans. Fièvre persistante, douleur abdominale. La mère était folle d'inquiétude. Élodie examina calmement, ordonna des examens, diagnostiqua une appendicite débutante. Une intervention rapide évita les complications. Quand l'opération se termina bien, la mère serra Élodie dans ses bras en pleurant. « Vous avez sauvé ma fille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Élodie sourit. « Je ne faisais que mon travail.
Mais je suis heureuse que vous soyez arrivés à temps. » Alors que la mère retournait dans la chambre de sa fille, Élodie resta dans le couloir à digérer. Ce moment, cette gratitude, cette vie sauvée, cela n'avait rien à voir avec Céline. Cela avait à voir avec la médecine, avec la compétence, avec le fait d'être au bon endroit, à faire la bonne chose. Elle comprenait enfin, elle pouvait honorer la mémoire de Céline sans être définie par sa mort. Elle pouvait être un bon médecin sans utiliser la culpabilité comme carburant. Les deux choses pouvaient coexister séparément. Cette nuit-là, Élodie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle écrivit une lettre à Céline. Pas sur papier, sur son téléphone, mais elle mit en mots tout ce qu'elle ressentait. « Céline, tu aurais 30 ans maintenant. Serais-tu la danseuse étoile célèbre dont tu rêvais, ou aurais-tu changé d'avis pour devenir autre chose ? Je ne le saurai jamais, et j'ai appris que c'est bien de ne pas savoir. Tu as existé, tu as été aimé, tu as laissé une marque, ta mort n'est la faute de personne. C'était une tragédie médicale, et j'ai enfin fait la paix avec ça. Tu me manques toujours, tu me manqueras toujours, mais je ne laisse plus ce manque me détruire. J'espère que, où que tu sois, tu es fier de moi. Pas pour la médecine, mais pour avoir survécu, pour avoir trouvé la vérité, pour avoir choisi la vie au lieu de la culpabilité. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais maintenant je peux t'aimer toi, et aimer ma vie aussi, les deux ensemble. » Élodie n'envoya jamais la lettre, ce n'était pas nécessaire, l'écrire avait suffi. 1 an après cette remise de diplôme tumultueuse, la faculté organisa une nouvelle cérémonie. Ils invitèrent Élodie à être l'oratrice. Elle accepta, elle monta sur la même scène où tout avait explosé. Mais cette fois, en plein contrôle. « Quand je suis montée sur cette scène l'année dernière, commença-t-elle, je pensais être ici par devoir, par compensation, par culpabilité. J'ai découvert que j'avais tort. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de plus important. Même en commençant pour la mauvaise raison, nous pouvons trouver un véritable but en chemin. Alors, pour les diplômés d'aujourd'hui, peu importe pourquoi vous avez choisi la médecine. Ce qui importe, c'est qui vous deviendrez en la pratiquant. Soyez compatissants, soyez humbles. Et souvenez-vous toujours, derrière chaque patient se cache une histoire complexe que vous ne connaîtrez peut-être jamais entièrement. Respectez cela. » Les applaudissements furent sincères, chaleureux. Élodie descendit et trouva Julien qui l'attendait avec des fleurs. À côté de lui, de manière inattendue, se tenait Sylvie. Elles échangèrent un long regard, puis Sylvie ouvrit les bras. Élodie n'hésita qu'une seconde avant d'accepter l'étreinte. « Je suis fière de toi, » murmura Sylvie. « Ton père le serait aussi. »« Je sais, » répondit Élodie. Et pour la première fois, elle le crut vraiment. En sortant de l'auditorium, Élodie jeta un dernier regard en arrière. Cet endroit avait abrité tant de douleurs, mais aussi une renaissance. Elle ne serait pas qui elle était sans tout ce qui s'y était passé. Et enfin, elle était en paix avec ça. La vie n'offre pas toujours des fins parfaitement heureuses, mais elle offre des nouveaux départs. Elle offre des choix. Elle offre la chance de réécrire les récits que d'autres nous ont imposés. Élodie a choisi de réécrire le sien. Elle a choisi d'être plus que son traumatisme, plus que sa culpabilité, plus qu'une victime. Elle a choisi d'être simplement Élodie, médecin, fiancée, fille compliquée d'une mère compliquée, sœur d'une fillette morte trop jeune, survivante de 2 décennies de mensonges. Toutes ces choses ensemble, aucune ne la définissant complètement, toutes contribuant à la complexité qui la rendait humaine, réelle, vivante. Et vous ? Avez-vous déjà porté une culpabilité qui s'est révélée ne pas être la vôtre? Avez-vous passé des années à construire une vie sur de fausses fondations pour découvrir que tout ce en quoi vous croyiez était faux? Avez-vous dû reconstruire votre identité à partir de 0 à l'âge adulte? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots pourraient être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Votre histoire pourrait sauver quelqu'un du même chemin destructeur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la vérité partagée pour guérir les blessures collectives. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like.
Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. La semaine prochaine, une nouvelle histoire. Quand on découvre que les personnes en qui on avait le plus confiance gardaient des secrets qui allaient tout changer. Souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par les pires moments de votre vie. Vous êtes défini par la manière dont vous choisissez de vous reconstruire après eux. À bientôt.